Donc, bonsoir à tout le monde. Bonsoir euh, à chaque personne qui a rejoint ce live, ou bien qui rejoint ce live à l'instant. Bienvenue à cette deuxième conférence santé sur la thématique des défis de la réinsertion socio-professionnelle des victimes de violences domestiques. Alors, aujourd'hui, notre principal intervenant, ce sera Monsieur Siachwa Kunjofran Eric. Il est psychopathologue et psychologue clinicien, consultant à la Fondation Rafasi. Donc, il interviendra sur la thématique que j'ai énoncée plus haut. Les deux autres intervenants vont témoigner en anonyme, donc on ne va pas les présenter. Et puis, ils auront un nom d'emprunt pour chacune d'elles. Elles auront un nom d'emprunt. Et je vais vous prier de muter vos micros. Seule la personne qui sera en train de parler à l'instant aura droit à activer sa caméra et son micro pour parler. Donc, du coup, si à la fin de son intervention, quelqu'un a une question à poser, que la personne lève la main à travers l'onglet et puis on lui passera la parole afin qu'elle puisse se présenter et poser sa question. Sur ce, je passe la parole à Monsieur Franck, Monsieur Siachwa Franck. Oui, bonsoir. Je m'excuse déjà pour un peu décalé. Nous sommes actuellement à Yaoundé, difficulté électrique. Il fallait que je mette le téléphone en charge pour pouvoir respecter notre rendez-vous d'aujourd'hui. Bon, comme la modératrice l'a tantôt dit, nous allons échanger, voilà, je vous édifie ensuite, nous allons échanger en ce qui concerne les défis socio-professionnels les défis socio-professionnels de la femme victime de violences domestiques. Tout d'abord, j'aimerais essayer de planter le décor en ce qui concerne les violences domestiques. Les violences domestiques dans le cadre, par exemple, la violence physique qui s'effectue soit par les bastonnades, les bousculades que le mari va faire à sa femme. Par exemple, nous avons les violences sexuelles qui se manifestent, par exemple, soit par le viol, c'est-à-dire une relation sexuelle sans le consentement de la conjointe, ou encore le fait que le mari peut demander à sa conjointe de se prostituer. En guise d'exemple, nous avons la forme de violence qui, pour ma part, est la forme la plus grave, qui est la violence psychologique, parce que c'est la forme la plus destructrice qui se manifeste par la manipulation, l'intimidation, l'humiliation, la disqualification en public de sa conjointe, la dévalorisation ou encore l'infantilisation. Et toutes ces formes de violence psychologique vont conduire cette femme victime de violence conjugale à développer une certaine perte ou alors un effondrement du soi. La notion de soi, je vais revenir plus tard dans mon énoncé. Nous avons également la violence sociale qui se manifeste par un isolement social, se manifeste par un isolement social de la femme, c'est-à-dire le conjoint refuse à la femme de voir le membre de sa famille, de voir ses amis. Donc la femme est presque, comme quoi disant, confinée chez elle. Donc elle ne joue que son rôle de femme d'épouse, elle n'a plus de vie sociale. Nous avons également la violence économique qui se manifeste par le fait que le conjoint va couper les vivres ou alors va limiter les finances de sa femme, de son épouse, ou encore il va spolier ou dilapider ou alors assujettir financièrement cette dernière. Et enfin, nous avons la violence administrative qui se manifeste par la confiscation des
qui se manifeste par la confiscation des documents. Documents ici, il s'agit par exemple de l'acte de mariage, acte de naissance, carte nationale d'identité, passeport, curriculum vitae et consorts. Là, c'est ce qui concerne les petites généralités sur les violences. Je ne vais pas m'atteler sur d'autres éléments parce que lors de la première conférence et lors de la dernière, il y a d'autres aspects sur lesquels d'autres spécialistes vont y revenir. Maintenant, je vais dans le vif du sujet, c'est-à-dire parler des défis socio-professionnels en eux-mêmes. Quels sont les défis qu'une femme qui a été victime de violences domestiques peut avoir dans le sillage de se remettre sur pied et également de trouver une certaine autonomie financière à travers la recherche et l'accès à un nouvel emploi. J'ai pu recenser certains défis dans ce sillage-là. Il s'agit, par exemple, premièrement, le fait de regagner la confiance en soi. Lorsqu'on parle de la confiance en soi, il s'agit du concept de soi que j'ai énuméré plus haut, le concept de soi qui va englober 3 notions, qui va englober la notion de confiance en soi, c'est-à-dire le fait que la personne ait une certaine force de caractère, une forte croyance en ses compétences, en ses capacités. Nous avons l'estime de soi, c'est-à-dire l'estime de soi, c'est-à-dire le fait que la personne sente en elle les possibilités ou les éventualités pour pouvoir produire, pour pouvoir effectuer certaines actions. Et enfin, l'affirmation de soi. Que la personne, en fonction de ses capacités, en fonction de ses croyances, ait suffisamment confiance, ou alors une grande estime de soi pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir s'imposer, pour pouvoir imposer ses choix, imposer sa vision au cours d'un débat, par exemple, au cours d'une activité, au cours d'un travail, ou alors même au cours d'un échange tout court. Le premier, c'est regagner la confiance en soi. Le deuxième, c'est retrouver une certaine autonomie personnelle ou encore financière. Et là, ça consiste au fait que cette femme qui est victime de violences domestiques, doit, un des grands défis qu'elle a, c'est reprendre le contrôle à travers son autonomie personnelle et même son autonomie financière. Le troisième élément, c'est développer des contacts et les relations sociales et professionnelles. Parce que la personne qui a été victime de violences domestiques, comme je l'ai tantôt dit en citant et en essayant d'expliquer les différentes formes de violence que la femme victime de violences domestiques pouvait avoir, on a vu là-bas qu'il y avait des formes de violence dont on va encore appeler une violence sociale, qui va se manifester par le fait que le conjoint va pousser cette femme-là ou alors va l'obliger à rompre. Allô? Allô? Oui, Vous oui, je vous m'écoutez? écoute. Oui, oui, vous êtes écouté. Je pense qu'il y a interférence parce que quelqu'un n'a pas muté son micro. D'accord. D'accord. Madame Mireille, est-ce que vous pouvez muter votre micro, s'il vous plaît? C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, j'ai parlé de développer des contacts et des relations sociales et professionnelles parce que cette femme-là, qui a été victime de violences domestiques, au sorti de ce que l'on va encore appeler un cercle ou alors une spirale infernale, pour cette femme-là, il va falloir qu'elle essaye de retrouver une vie sociale, qu'elle essaie de regagner une vie sociale relativement stable ou encore relativement saine, raison pour laquelle il faudrait que cette personne-là développe des contacts sociaux, aussi bien sociaux que professionnels, parce que les violences domestiques, ces femmes qui sont victimes de violences domestiques là sont de plusieurs couches, sont des couches socio-professionnelles ou alors ont un statut socio-professionnel, ont des statuts socio-professionnels complètement différents. Il peut y avoir des femmes qui travaillent déjà, qui sont victimes de violences. Il peut y avoir des femmes qui sont des ménagères, qui sont victimes de violences. Il peut y avoir des femmes qui vendent, qui sont par exemple des bails salam,
c'est-à-dire elles achètent des marchandises et elles les revendent, qui peuvent être victimes de ces violences-là. Donc, il y a des femmes qui ont des statuts socio-professionnels divers. Donc, ce qui fait qu'elles doivent développer de nouveaux contacts d'ordre sociaux et qui peuvent également les aider dans la profession qu'ils veulent avoir. Voilà, la profession qui sont susceptibles de développer à la suite de ces événements qui ont sûrement été traumatiques pour elles. Il y a également nouer de nouvelles relations humaines saines. Parce que le plus important dans ce sillage-là, pour la femme, ce n'est plus de nouer des relations, mais de nouer des relations qui pourront, ou alors qui seront susceptibles pour elle de lui apporter une certaine stabilité psychologique, ou même encore une certaine stabilité émotionnelle. Nous avons également le fait de développer des compétences et des capacités professionnelles. En effet, on va se rendre compte avec les femmes qui sont victimes de violences domestiques, pour certains cas, que ces femmes-là, à cause de la situation qu'elles ont vécue, soit elles ont peur, ou encore elles vont développer une certaine forme de crainte envers soit la profession qu'elles exerçaient déjà, dans le fait de reprendre cette profession-là, ou encore qu'avant de subir ces violences-là, elles étaient totalement dans une certaine forme de dépendance financière de la part de leur conjoint. Raison pour laquelle elles sont donc obligées, ou alors elles seront amenées à développer de nouvelles compétences professionnelles, de nouvelles compétences, de nouvelles capacités afin de pouvoir se réinsérer de manière professionnelle dans la société, qui est une nouvelle porte qui les est ouverte. Nous avons enfin comme défi le fait d'éviter le retournement dans l'environnement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ces femmes-là vont faire tout pour éviter de retourner dans l'environnement, dans cet environnement nocif-là, dans lequel elles ont vécu une succession d'événements traumatiques liés, n'est-ce pas, à la violence au sein de leur couple. Maintenant, par rapport à ce dernier élément, on va se rendre compte que par rapport à ce dernier événement, on va se rendre compte que les femmes qui évitent ce genre de situations sont les femmes qui ont encore certaines séquelles du traumatisme subi, du traumatisme qu'elles ont subi en lien avec cette violence-là. Parce qu'une personne qui a déjà retrouvé une certaine stabilité émotionnelle, une certaine stabilité psychologique, n'a plus, ou alors ne va plus ressentir une certaine crainte, une certaine peur de retourner à cet endroit-là qui a été une gêne pour elle, mais au contraire, va même plutôt voir comment faire face à cette situation-là. Si c'est qu'elle n'a pas assez de force pour pouvoir confronter cette situation, confronter cet environnement seul, elle va se faire accompagner d'une personne qui pourra être une source de sécurité pour elle, une source de réconfort et qui pourra l'aider au cas où il y aura ce genre d'événement-là qui arrive de nouveau. Voilà en ce qui concerne les défis socio-professionnels que peut avoir une femme qui a été victime de violences domestiques. Maintenant, par rapport à ces défis-là, nous avons recensé certaines difficultés dans le fait de retourner ou alors de trouver un travail, ou encore même dans le fait de sortir de son environnement violent. La première difficulté que nous avons eue, c'est la perte du soi. Je vous ai tantôt dit qu'avec le soi, nous avons 3 concepts qui s'alignent. Nous avons l'estime de soi, nous avons la confiance en soi et nous avons l'estime de soi, la confiance en soi, et nous avons l'affirmation de soi. Donc, à partir de cet élément de la perte du soi, on va se rendre compte que ces femmes-là n'ont plus du tout confiance en leurs capacités. Si nous prenons l'exemple d'une femme, par exemple, qui a subi des violences domestiques et qui travaillait en tant que gestionnaire des ressources humaines, par exemple, avec toutes les capacités, tous les bagages intellectuels qu'elle a, à cause de l'événement qu'elle a vécu, elle va commencer à avoir une faible confiance en elle-même. Donc, elle va commencer à douter de ses propres capacités. Elle va commencer à développer, par exemple, une attitude assertive en ce qui concerne l'affirmation de soi. C'est-à-dire, lorsqu'elle sera face à une situation où elle a quelque chose à dire, elle aura peur de le dire, elle va plutôt préférer rester passive face à cette situation. Nous avons également des difficultés liées au travail proprement dit. Les difficultés qui sont liées au travail sont liées à quoi exactement? Sont liées au fait que lorsque la personne va enfin retrouver le boulot, qu'est-ce qui va se passer? Cette femme-là aura donc des difficultés, aura des problèmes à cause des problèmes liés à la perte d'estime de soi, la perte de confiance en soi. Ça va faire en sorte que les capacités
au milieu professionnel vont baisser. Quand les capacités au milieu professionnel vont baisser, ça va également impacter de manière négative sur les interactions en milieu de travail, ce qui fait que le rendement général de l'entreprise général de l'entreprise va en pâtir. Raison pour laquelle, moi, en tant que psychologue, en tant que professionnel de la santé psychologique, je préconiserais que chez ces femmes-là, lorsqu'elles sont dans le processus de recherche d'emploi, il faudrait que, de manière conjointe, elles suivent une certaine forme de thérapie afin de regagner cette confiance en elles-mêmes, afin de vivre mieux malgré cette situation traumatique qu'elle a vécue. Donc, de suivre des psychothérapies qui vont les aider à regagner la confiance, l'estime et l'affirmation de soi. Suivre certaines formes de psychothérapie qui vont les aider à vivre mieux, même pas le fait d'oublier, parce que ces situations traumatiques, on ne les oublie pas. Le fait d'accepter la situation traumatique et d'enlever les affects négatifs liés à ces situations traumatiques-là, afin de parler de ces situations traumatiques comme d'une histoire ancienne, de parler de ces situations traumatiques en mettant totalement de côté tous les affects négatifs, toutes les manifestations physiologiques qui peuvent être la tachycardie, qui peuvent être la sudation, la transpiration, la sensation de malaise gastrique, la sensation de boule au niveau de la gorge et consort, et j'en passe. Donc, nous avons également le statut socio-professionnel, les difficultés liées au statut socio-professionnel. Comme je l'ai tantôt dit, c'est que nous allons retrouver certaines femmes qui sont, par exemple, des ménagères, qui sont victimes de violences domestiques et qui étaient totalement dépendantes de leur mari. À cause de cette situation, elle va se retrouver dans un cadre ou alors dans un sillage où elle se retrouve seule et ne connaît pas faire grand-chose. À cause de leur statut socio-professionnel de ménagère, elles sont obligées de réapprendre un nouveau métier, de réapprendre une nouvelle manière de vivre, de réapprendre une nouvelle passion, d'appréhender le fait de travailler pour quelqu'un, de travailler dans un sillage, dans un milieu qui est régi de plusieurs normes, qui est régi de l'éthique, d'un certain code de déontologie, ce qui n'était pas toujours le cas. On va voir par exemple d'autres femmes qui étaient auparavant cadres et qui, à cause de la situation traumatique qu'elles ont vécue, sont incapables d'exercer ou alors éprouvent des difficultés dans l'exercice de leur ancienne profession et se retrouvent à faire une certaine forme de recyclage, soit dans l'apprentissage d'un nouveau métier qui les sera moins stressant. Et apprendre encore, même pas apprendre, réapprendre les mœurs, réapprendre les conditions de travail par rapport à ce nouveau métier-là va constituer pour elles une certaine forme de difficulté. Bon, dans notre sillage camerounais ici, j'ai un peu essayé de prendre dans le sillage de l'insertion socio-professionnelle une ONG que je connais relativement bien, qui peut aider les femmes qui résident sur Yaoundé, parce que cette ONG est basée à Yaoundé, à pouvoir avoir à leur faciliter leur réinsertion socio-professionnelle après une situation vraiment stressante, une situation traumatisante qu'elles auraient vécue, et dans le cas échéant de violences domestiques. Il s'agit de l'ONG Horizon Femmes, qui est localisée dans le quartier Mini-Ferme ou encore à la rue Elighefa de Yaoundé, en face du CHU, c'est au niveau de Total Mélène. L'Horizon Femmes est une ONG qui prend en charge les femmes et les jeunes filles vulnérables. Dans le sillage de la vulnérabilité, on va retrouver là-bas les femmes qui sont victimes de violences conjugales, dont la violence domestique est l'un des aspects les plus importants. Ça prend également en considération les personnes qui étaient infectées ou alors affectées de certaines pathologies. Les personnes infectées ou alors affectées de certaines pathologies chroniques, c'est-à-dire si nous avons une personne qui souffre d'une maladie chronique, cette ONG-là peut aider ces personnes-là à travers certaines modalités d'intervention que je vais citer, peuvent aider ces personnes qui souffrent de maladies chroniques-là. Ils peuvent également aider les proches de ces personnes, des personnes atteintes de maladies chroniques. C'est la raison pour laquelle
qu'il s'occupe des personnes infectées et des personnes affectées par des pathologies chroniques. Là-bas, il s'occupe également des travailleuses du sexe et de leurs clients, ce qu'on appelle communément des femmes de joie. Ce sont les femmes qui, au sein du quartier Mini-Ferme, est vraiment une population très abondante. Parce que là, c'est ces personnes-là qu'on appelle aussi communément les vendeuses de piments dans le langage du quartier, qui sont les personnes qui sont vraiment dans des situations de détresse et qui ont besoin de sortir et qui ont vraiment le souhait, le désir de sortir de cette situation, de ces métiers-là, mais n'ont pas toujours la force, n'ont pas toujours la capacité financière, la capacité même sociétale de pouvoir sortir de ces situations-là. Donc, cette ONG-là va permettre de les aider. Il permet également d'aider, de venir en aide aux orphelins et aux enfants vulnérables. Maintenant, quelles sont les modalités d'intervention? En quoi est-ce que ces personnes, cette ONG-là intervient de manière exacte, de manière efficace? Ils interviennent à travers la santé communautaire. Ils interviennent à travers la santé communautaire. Ils interviennent à travers l'autonomisation socio-économique. Et c'est beaucoup plus l'autonomisation socio-économique qui va nous intéresser ici. Pourquoi? Parce que dans l'élément de l'autonomisation socio-économique, ils permettent aux personnes, aux populations que j'ai tantôt citées, et dans le cas particulier des femmes qui sont victimes de violences, à avoir une certaine autonomie socio-économique, soit en les formant, soit en trouvant des formations que cette ONG-là elle-même va financer pour pouvoir aider ces personnes-là à apprendre à faire un métier. Et également, lorsque ces personnes-là finissent d'apprendre le métier, ils trouvent des moyens ou alors ils les offrent des moyens de financement pour pouvoir lancer une activité et les suivre dans cette activité-là. Donc, c'est un exemple phare que j'ai voulu prendre avec vous pour pouvoir illustrer de manière concrète comment est-ce que dans le contexte camerounais, comment est-ce que ici chez nous, comment est-ce qu'à la capitale, il y a des ONG qui peuvent aider effectivement ces femmes-là à pouvoir se réinsérer dans la société, à pouvoir jouir d'une relative autonomie financière et à pouvoir également regagner peu à peu goût à la vie et se rendre compte qu'effectivement, le fait d'avoir subi une violence domestique, c'est quelque chose de frustrant, quelque chose de traumatisant même à la longue, mais qu'en frappant aux bonnes portes, en voyant les personnes les plus impliquées, elles peuvent parvenir à retrouver une vie stable, elles peuvent parvenir à jouir de leur vie, pas tout à fait comme elles les avaient vécues par le passé, avant que cette situation traumatique et la violence domestique n'arrive, mais plutôt jouir d'une toute autre manière. Elles peuvent peut-être jouir plus de la vie ou alors jouir mieux de la vie. C'est vraiment le thème que je cherchais. Elles peuvent, à partir de ce moment-là, apprendre à mieux jouir de leur vie, à mieux profiter de leur vie. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire en ce qui concerne mon intervention. Et je tiens à rappeler encore à la modératrice que ma batterie est déjà très faible, mais que ça peut encore résister quelques minutes. Donc, je suis encore avec vous jusqu'à ce que mon téléphone me fasse encore plus de caprices. Merci de votre aimable attention. Merci, Monsieur Sachoua, merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Je tiens à préciser que nous sommes rendus à la deuxième conférence santé aujourd'hui, dont la première était le samedi dernier. Pour celles des personnes qui viennent de rejoindre la conférence porte sur les défis de la réinsertion socio-professionnelle des victimes de violences domestiques. Et donc, je remercie une fois de plus Monsieur Sachoua pour avoir fait une très belle présentation. Elle était claire et facile de compréhension et avec des exemples assez alléchants qui ont permis de comprendre bon nombre de choses. Entre autres, l'ONG qui se situe à Yaoundé, l'ONG Horizon Femmes. Et donc, j'ai pris note sur les indications en passant. Maintenant, c'est le moment de poser les questions. Donc, s'il y a des participants qui ont des questions à poser, c'est le moment de le faire. Vous devez juste cliquer sur lever la main et puis
vous posez votre question. Donc, en attendant que vous posiez des questions, j'avais noté déjà une pour ne pas perdre du temps. Monsieur Siatua, dites-nous, qu'est-ce que les personnes proches de ces victimes de violences domestiques peuvent faire pour faciliter leur insertion sociale? Parce que ce n'est pas toujours évident quand on sait que une femme qui a été victime de violences conjugales, qui avait un poste de travail auparavant et qui désire peut-être se reconvertir professionnellement, que ces femmes-là, que ces femmes-là ont des difficultés d'abord pour, pour s'intégrer dans leur nouveau cadre de travail et également, elles ont la difficulté de vivre avec les autres parce qu'elles ont cette peur d'être réprimandées pour avoir été victimes de quelque chose dont elles ne sont même pas la source. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que les personnes qui sont proches de ces victimes peuvent faire pour leur faciliter l'insertion sociale. Merci. Bon, merci beaucoup pour la question posée, parce qu'elle est très pertinente. Je n'ai pas voulu épiloguer là-dessus, parce qu'il était question de parler exactement des victimes. Mais comme la question a été posée, c'est une question vraiment très, très intéressante. Donc, vous avez posé la question de ce que les proches de ces personnes victimes de violences domestiques peuvent faire pour pouvoir leur venir en aide. Déjà, la première des choses qu'il faut faire, la première chose qu'il faudrait comprendre d'abord, c'est que lorsque la personne vient vers vous et que vous connaissez que cette personne-là est victime de violence, ou que la personne vous a dit qu'elle était victime de violence, la première chose d'abord que vous devez faire, c'est l'écouter. Il faut d'abord l'écouter. Il n'y a rien de plus important, il n'y a rien de plus galvanisant pour une personne qui est en souffrance. Peu importe la forme de détresse, que la détresse soit psychologique, soit physique, la personne qui vient vers vous d'abord a besoin d'une oreille qui puisse l'écouter. Écouter la personne et essayer de la comprendre. D'abord, là-bas, c'est la toute première des choses. Écouter, essayer de comprendre. Lorsque l'écoute et la compréhension ont été mises sur pied, il faudrait maintenant essayer de vous renseigner dans les différentes modalités, parce que de nous, on trouve beaucoup de choses sur Internet, c'est vraiment très, très intéressant. Ou même vous rapprocher d'un médecin spécialiste. Parce qu'en partant, par exemple, à l'hôpital militaire de Yaoundé, l'hôpital de la région numéro 1, vous pouvez, par exemple, retrouver un psychiatre là-bas qui peut vous donner de meilleures orientations en ce qui concerne la prise en charge de ces personnes-là, par exemple. Vous pouvez retrouver des médecins spécialistes qui, au vu des difficultés que vous racontez, que votre personne a, peut peut-être vous aurez soit des psychothérapeutes, soit avec des psychologues cliniciens qui sont cela à même d'aider cette personne à retrouver une certaine confiance en elle-même, à mieux gérer le stress vécu par la situation, par cette situation-là, ou même encore à les orienter vers une ONG comme le juridique. Ces femmes-là, si elles sont dans le besoin de porter plainte contre leur conjoint, par exemple, pour violence, et qu'elles ont peur, elles ont la possibilité d'aider ces personnes-là dans les procédures juridiques, et ce, gratuitement. Et ils ont également la possibilité même de protéger ces personnes-là. Donc, déjà, ce que le santé dit de prime abord, c'est que, premièrement, déjà, il y a l'écoute. De deux, maintenant, c'est de voir les différentes orientations. Parce que lorsque la personne vient vers vous et vous parle de cette violence-là, ou alors des difficultés qu'elle vit, c'est que de manière indirecte, elle a besoin d'aide. Maintenant, à vous de voir comment convaincre la personne, à trouver les moyens, les mots justes pour convaincre la personne, afin que la personne aille vers les lieux les plus indiqués pour pouvoir aider ces personnes-là. Et à guise d'exemple, en ce qui concerne les centres de psychologie dans la ville de Yaoundé, qui peuvent prendre ou alors qui peuvent aider ces personnes-là en ce qui concerne la détresse psychologique qu'elles ont. Nous avons la fondation AFAPSI, comme je l'ai tantôt dit, qui se trouve au niveau du carrefour Tam Tam, derrière la Banque Atlantique. Nous avons également le centre, l'Institut de formation professionnelle de réhabilitation FADIPSI, qui se retrouve à 100 mètres environ de l'Université catholique de Colbison. Donc voilà, en guise d'exemple, deux endroits qui peuvent aider ces personnes à travers, parce que là-bas, il se trouve des praticiens EMDR. Et l'EMDR qui est la forme de psychothérapie la plus indiquée
pour ces personnes qui ont été victimes de traumatisme et pour leurs proches. Bon, je pense que c'est ce que je peux dire en ce qui concerne la question qui a été posée. D'accord, merci bien, Monsieur Franc. Merci, Monsieur Franc, pour cette réponse assez claire. Donc, je ne voudrais pas me perdre, mais vous avez cité quelques noms de maisons d'hôtes qui pourraient être spécialisées dans la prise en charge de ces femmes. Vous avez parlé d'Horizon Femmes que j'ai noté d'office, de Rafa Psy, c'est ça, qui est à Tam-Tam, derrière la Banque Atlantique. Et c'est quoi? Fadil Psy qui est à Colbison, c'est ça? Oui, exactement. Il s'agit de Fadil Psy qui est à Colbison. Colbison au niveau de l'Université catholique, donc à 100 mètres environ de l'Université catholique de Colbison. Donc, c'est Fadil Psy. Donc, c'est l'Institut de formation professionnelle de réhabilitation Fadil Psy. D'accord, merci bien. Nous avons noté. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais voir dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un a des questions, une question à poser? Avant que la batterie de Monsieur Franc ne le lâche, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Boris, Madame Blanche, Madame Jomo, Monsieur Mouktar, Madame Chana, Madame Daniel. Bah, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de questions, je vais remercier vraiment Monsieur Franc pour cette belle présentation et ces exemples pratiques. Et c'est vrai que j'avais une autre question, mais vous avez déjà répondu. Vous avez déjà emboîté sur la question lorsque j'ai posé la première. Donc, je vais vraiment vous remercier pour avoir accepté de participer à cette deuxième conférence de santé organisée par l'association Smile for All Cameroun en prélude pour son traditionnel gala de charité qui aura lieu le 3 décembre 2022 à Douala et qui a été soutenu par le Africa Matters Ambassador Programme et le Women in Africa. Donc, nous vous remercions une fois de plus pour avoir participé à cette conférence. Avant que vous ne nous quittiez, un dernier conseil, avant que votre batterie ne vous lâche, un dernier conseil pour améliorer cet aspect de défi de réinsertion socio-professionnelle des femmes victimes de violences conjugales. Bon, si j'avais un dernier conseil à donner, c'est vrai que moi, je n'aime pas très souvent donner des conseils parce que ça montre une certaine orientation par rapport à une autre. Mais si c'est que je voudrais ajouter quelque chose, c'est que dans tout ce que nous faisons dans la vie de manière quotidienne, il faudrait que nous essayons de nous comprendre nous-mêmes et de faire des choses qui sont en adéquation avec nos propres croyances et nos propres pensées. Pour dire quoi de manière simple? Pour dire, lorsque nous voulons nous réinsérer dans notre vie sociale et dans notre vie professionnelle, il faudrait parce que ce qu'on doit comprendre, ce que j'ai déjà dit, si je ne me trompe pas, c'est que la situation vécue par les personnes, par les personnes qui sont victimes de violences conjugales, va générer en elles une certaine fragilité psychologique. Cette fragilité psychologique-là qui va se manifester de manière plus concrète à travers une perte d'estime de soi, de confiance en soi et même d'affirmation de soi. Or, ces trois éléments sont des éléments qui sont importants pour avoir une vie saine, une vie harmonieuse. Parce qu'une personne qui avait un caractère dur, ce qu'on appelle souvent de manière un peu plus, un peu plus commune, on va dire que la personne était un lion. C'est-à-dire la personne avait un caractère solide. Subitement, cette personne a vécu une situation traumatique comme celle-là. Maintenant, lorsque vous êtes en train de faire un débat, lorsqu'elle donne sa proposition, une personne dit
une autre personne n'aura pas la proposition, un peu de manière agressive, elle se retire directement. Pour dire que là, il y a encore des éléments qui n'ont pas été pris en considération dans la prise en charge de cette personne-là. Raison pour laquelle ce que je préconise de prime abord déjà, c'est que même si la personne a déjà vécu, elle a déjà eu un suivi quelconque, que le suivi soit psychologique, que le suivi soit psychiatrique, ou même encore que ce suivi-là soit dans le sillage d'une ONG, que la personne ressent encore en elle une certaine fragilité de ces trois points de vue, la estime de soi, confiance en soi, affirmation de soi, que la personne-là essaie, même pas que la personne-là essaie, que la personne trouve un centre spécialisé de psychologie où on pourra l'accompagner à regagner cette confiance-là, à regagner cette estime-là et à regagner cette affirmation de soi afin de pouvoir vivre de manière plus agréable, afin de pouvoir vivre mieux sa vie, la nouvelle vie qui s'offre à elle, la vie neuve, la vie saine. Je veux pas trop me répéter. Bon, c'est tout, hein. Merci, Monsieur Franck, merci beaucoup. Je vais donc passer la... Oui, oui, quelqu'un Oui, veut parler? Madame la modératrice, je veux juste dire un grand merci à Monsieur Sachua, Monsieur Franck, pour sa présentation. Elle est très édifiante. Merci, Dr. Jessica, merci beaucoup. Merci. Donc, actuellement, nous allons passer la parole à une de nos personnes qui devrait témoigner aujourd'hui, en espérant qu'elle a pu se connecter. Voilà. Madame Danielle, c'est le prénom d'emprunt qu'on a trouvé pour elle. Et je pense qu'elle est en ligne. Alors, nous allons passer la parole à Madame Danielle. Et vous n'êtes pas obligé de dire votre nom, vous dites juste que vous êtes Madame Danielle et puis vous présentez les faits. Donc, bonsoir Madame Danielle et à vous la parole. Madame Danielle, appuyez sur votre micro pour le désactiver et puis vous commencez à parler. Allô? Oui, allô? Nous écoutons. Ça parle même chez moi. Allô, est-ce que vous nous écoutez, Madame Danielle? Vous nous écoutez? Je vous écoute de façon entrecoupée. Je ne parviens pas bien. Ah, ça doit être un problème de connexion. Mais je pense que je vous écoute parfaitement. Donc, je vous passe dans la parole. Bienvenue une fois de plus. Allô? Oui, allô, vous m'écoutez? Madame Danielle? Ah, je pense qu'on a quelques problèmes de connexion. Et j'espère qu'elle va nous revenir d'ici peu. Je ne sais pas. Est-ce que Madame Mireille est là? On pourra commencer à témoigner en attendant que Madame Danielle retrouve ses repères. Non, Allô? je ne vois pas, je vois juste Madame Danielle. Elle a son micro muté, mais je lui demande de l'enlever. Madame Danielle, si vous pouvez revenir, on vous entendait très bien.
enlever le... Donc, en attendant on va attendre, il y a Madame Mireille qui semble nous rejoindre. Je pense qu'effectivement, nous avons beaucoup à apprendre. Moi, de Monsieur Franck, sa présentation. Moi, je suis particulièrement intéressée de m'attacher à des ONG sur le terrain parce que nous avons beaucoup à faire. Si vous avez manqué la présentation, la conférence, la session la semaine passée, c'est disponible sur YouTube à la chaîne Women in Africa. Très, très édifiant. C'est vraiment un fléau, la violence domestique. Nous avons l'honneur d'avoir deux dames qui courageuses, qui veulent bien partager leur expérience avec nous de manière anonyme. Est-ce que Madame Mireille ou Madame Daniel sont disponibles pour s'exprimer? Vous avez notre attention quand vous voulez enlever. Voilà, Madame Mireille, allez-y. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Je suis Madame. je suis Mireille. Je tenais à témoigner ce soir par rapport aux violences que j'ai subies d'abord. En passant, j'ai 34 ans. J'ai connu mon ex-époux il y a de cela plus de 6 ans. Au départ, ça allait bien entre nous, malgré ses manquements. Un jour, il avait l'habitude de toujours sortir. Il sort, il revient tard. Un jour, il est sorti, il est revenu le matin. Le simple fait de poser une question, où étais-tu? Il a commencé à me battre. Bien après, c'est devenu, il a pris l'habitude. Quand je suis en tort ou pas, il me battait, il me battait. Je pensais que ça allait passer. Un jour, il a fait, je me suis à la limite évanouie. Et donc, parce qu'avant lui, j'ai eu une fille. Et maintenant, de notre union, on a eu un garçon. Donc, après qu'il me battait, j'ai perdu connaissance. J'ai donc décidé de quitter le domicile conjugal. Je suis allée donc chez mes parents. La famille me dit non, c'est le mariage, rentre, il faut supporter. On ne fait pas la charge parce que là, je n'étais pas encore financièrement stable. On ne veut pas de charge, voilà. Après beaucoup de temps passé dans le domicile conjugal, je suis retournée parce que puisqu'après il est revenu demander les excuses à la famille. Moi, j'ai cru que ça allait passer. Mais bon, j'ai signé mon décret de mort sans le savoir. Je suis donc arrivée, je suis encore rentrée dans mon ex-domicile. Il a continué, tout s'est passé bien pour un départ et après, comment j'étais devenue invivable. J'avais tellement perdu le poids, j'étais méconnaissable. Moi, je me battais pour rien. Et par la grâce de Dieu, j'ai rencontré une tantine. Elle m'a aidée avec la procédure et tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, je peux le dire, permettez-moi, c'est l'enfant qui dérange. Aujourd'hui, j'ai encore retrouvé confiance en moi à 100%. Aujourd'hui, j'ai eu un petit boulot. Maintenant, je suis quittée de là. Grâce à elle, je respire. Je peux dire, je respire le bonheur avec mes enfants. Même comme ça a été difficile pour un départ. Bon, je n'ai pas trop voulu entrer dans les détails parce que les détails blessent. Donc, portez-vous bien. Bonne soirée à tout le monde.
Alors, merci, Madame Mireille, Madame la modératrice. Oui, je suis là. Merci beaucoup, Madame Mireille. C'est, j'ai failli couler une larme parce que c'est un témoignage assez poignant et je pense qu'il y en a beaucoup qui vivent cette situation-là, qui sont dans sa situation. Des parents qui incitent toujours les enfants à rentrer dans le domicile conjugal, même quand tout va mal. Et je suis vraiment admirative par cette résilience qu'elle a eue à pouvoir se reprendre en charge, à prendre ses enfants également, à prendre soin de ses enfants également et à prendre soin d'elle. Donc, on en connaît vraiment qui en sont sortis de là, disons, vraiment déprimés et qui ont frôlé carrément la folie. Et moi, je suis vraiment admirative de son courage. Mm. Et de la belle chance que la vie lui a offerte pour reprendre les choses à main. Donc, merci, Madame Danielle, pour votre témoignage et beaucoup de courage. Nous espérons que nous pouvons nous rencontrer et travailler ensemble en ce qui concerne le programme de lutte contre ces violences faites aux femmes. Merci une fois de plus. Est-ce que quelqu'un a un commentaire à faire ou bien un sujet pour le prenne Madame Danielle? Vous avez la parole. Dr. Jessica? Oui, ben, bon, une fois de plus, déjà, Madame la modératrice, merci d'organiser cette session. Et je dirais également que nous avons beaucoup à faire et Madame Mireille, le peu qu'elle nous a partagé, ça nous permet d'avoir au moins un exemple. Et moi-même, j'ai vécu, je me rappelle, je n'ai pas vécu de violence domestique. Je me rappelle d'avoir vu une tata qui était coiffeuse, avait des bosses et comme vous avez dit, Madame la modératrice, moi, ça me révolte et de penser ça et nous devons arrêter de demander à nos sœurs, à nos mamans, à nos filles de vivre avec des hommes qui veulent les tuer parce que c'est tout ce qu'il s'agit. Nous devons aller dans cette perspective. Leur vie est aussi importante que celle de leur mari. Et même si c'est un frère, comme nous avons dit à la dernière session, la violence domestique, ça peut être entre frères et sœurs. Allô? Allô, Madame Danielle. Oui, vous avez la parole. Est-ce que vous m'écoutez bien? Bonsoir à tous. Bonsoir. Allez-y, Bonsoir. madame. D'accord. Bon, je tenais à témoigner aujourd'hui parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. D'autant plus que ça me concerne personnellement. Voilà. Donc, bon, de base, déjà, j'ai 25 ans et je me suis mariée assez tôt. Allô? Oui, nous vous écoutons. Voilà. Donc, je me suis mariée assez tôt. Je me suis mariée à l'âge de 20 ans. Donc, j'étais assez jeune et je n'étais pas encore vraiment préparée psychologiquement à ça. J'avais juste sauté sur une opportunité, comme on dit souvent, et tout. Donc, amour de jeunesse et tout. Bon, je me suis mariée et de base, mon époux était une personne très calme et très posée. C'est vrai que pour ses parents, je ne les avais pas vraiment côtoyés dès le départ. On se connaissait, je partais souvent saluer et tout. Mais bien après, quand je suis arrivée à la maison, je me suis mariée, tout a été fait, d'autres mairies églises. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, il y a eu un changement complet du côté de ma belle famille. Et c'est ça qui a poussé mon époux à devenir ce qu'il était, violent, méprisant et tout. Bon, je ne supportais pas. J'étais petite, je pleurais, je passais mon temps à pleurer. Je n'avais même pas encore dit à ma mère ce qui se passait.
Donc, ni à mes soeurs, personne. J'avais dit à personne parce que je me disais, ah, peut-être que c'est ce que tout le monde vit et je dois supporter. Donc, ça arrive à un niveau où je ne pouvais plus, j'en avais marre des coups et des insultes. Je sais pas, c'était vraiment plus supportable, quoi. Donc, j'en ai en parlé à ma mère et elle était d'accord. Elle me disait non, on va faire une réunion et tout. On va voir ce qui ne va pas. Peut-être remettre en question. Tu as sûrement fait ci, tu as sûrement fait ça. J'en ai parlé à plusieurs personnes, y compris ses sœurs. Donc, tout le monde voulait remettre la faute sur moi. Peut-être tu n'étais pas bien comporté et tout. Il faut te remettre en question. En fait, on ne demandait même pas que lui-même également, qui doit se remettre en question. La faute revenait, tout le temps revenait sur moi, peu importe ce que j'expliquais. C'était moi qui avais tort dans tout. Bon, à un moment, je me suis résignée. J'ai dit, ah, peut-être que c'est moi, peut-être c'est moi qui suis le problème et tout. Je me suis calmée, je supportais en silence, mais à un moment, j'ai vu que j'en prenais un coup. J'étais devenue dépressive. J'étais entrée dans un état de dépression dont je ne pourrais même pas expliquer. J'étais devenue l'ombre de moi-même à 23 ans, 22 ans. J'étais comme une maman de 30 ans. Je ne prenais plus soin de moi. Je ne me coiffais pas. Préparer, pleurer, dormir, rentrer, on me tape, on m'insulte et tout. Voilà. Donc, à un moment donné, j'ai pris mes bagages, je suis rentrée chez nous. La famille était du genre, non, comme le mariage n'est pas facile. Quand on supporte, quand on part, et puis c'est dur, on supporte. Et puis j'ai dit non, je ne peux pas supporter. Et un jour, on me dit, tu es jeune, vous pensez que nous, on a fait les 40 ans de mariage, comment, les 25 ans de mariage, comment. J'ai dit non, là, c'est vous, c'est pas moi. Moi, je ne peux pas supporter. La personne qui vous montre, parce qu'il avait deux visages, ce qu'il me montrait, ce n'était pas un peu ce qu'il montrait aux autres, mais d'ailleurs, c'était une personne très gentille. Vraiment, qui dit gentil, courtois, mais alors très respectueux à la maison, c'était tout autre chose. Donc, à un moment, vraiment, je ne parvenais plus à supporter. Je suis rentrée. Il a fallu que j'explique à ma mère pour que ma mère comprenne. Le père était dans l'optique, mon honneur et tout. Quand l'enfant part en mariage, c'est pour rester et tout. Mais à un moment donné, il a fallu que j'en parle à ma mère. Elle a parlé au père, puis il a compris que ton enfant rentré vivant vaut mieux que ton enfant rentré dans une tombée et tout. Donc, à un moment, on a commencé également à me comprendre et tout. Bon, je ne sais pas si c'est une chance ou bien si c'est une malchance. Dans ce mariage, je n'ai pas eu d'enfant, donc je n'ai pas conçu. Du coup, je suis rentrée chez nous comme j'étais partie et tout. Donc, présentement, je vais dire, nous sommes en instance de divorce. Ce n'est pas encore prononcé. Déjà, lui ne veut pas et sa famille non plus. C'est moi qui insiste et tout, mais bon, c'est encore là, c'est lent. Donc, c'est un peu ce que je tenais à dire. C'est un peu ce que j'ai subi. Bon, rentrer encore trop dans les détails, ça peut me rappeler des souvenirs vraiment que je ne veux pas que ça refasse du face. Donc, je préfère être un peu plus superficielle dans les choses. Donc, c'est un peu ça que je tenais à dire. Et aussi, moi, j'aimerais surtout le volet où les parents disent mon honneur et tout. Vous n'allez pas laisser vos enfants mourir dans les foyers parce que vous parlez d'une question d'honneur. C'est pas normal. L'honneur ne vaut pas la vie d'une personne. Une personne peut être en souffrance si vous parlez de votre honneur. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Si de base, tu connais l'éducation pour ça donner à ton enfant, tu sais que mon enfant ne peut pas faire ça. Mon enfant ne peut pas faire ça. Il faudrait prendre les précautions pour, je sais pas, pour le soutenir dans ses choix quand il prend ses décisions. Donc, qu'est-ce que je tenais à dire? Aujourd'hui, nous ne sommes pas en bon terme, mais sa famille, tout le monde. Moi, je peux même le voir, je prends d'abord le caillou, je pète sa tête avant de passer. Donc, c'est un peu ça et tout. J'espère que tout le monde me suit et que vous m'avez bien écouté. Oui, oui, Allô? Madame Daniel. Enfin, moi, je vous ai bien écouté. Oui, Madame Daniel. Merci vraiment pour votre témoignage. Moi, je vous ai bien écouté. Du coup, je voudrais savoir, sans toutefois trop rentrer dans votre vie privée, comment est-ce que vous vous en sortez maintenant? Est-ce que vous avez un travail? Comment est-ce que vous prenez en charge? Ça se passe comment? Bon, présentement, j'ai la chance que j'ai des frères qui sont un peu bien placés. Du coup, on m'a demandé de me reposer d'abord, de prendre un temps de repos. Pendant ce temps de repos, c'est eux qui s'occupent un peu de moi, vous voyez. Je vais reprendre avec le travail parce que de base, j'ai fait une très grande formation.
Bon, pour ne pas trop donner les détails et tout, je suis médecin. Donc, j'ai fini mes études quand j'étais dans le mariage et tout, c'était même pas évident. Donc, oui, ça a été. D'accord, merci bien. Merci beaucoup, Madame Daniel. Nous vous avons ici. Je suis... Madame Daniel, vous pouvez muter déjà votre micro, s'il vous plaît. D'accord. Je pense que tout le monde a écouté ce témoignage comme moi. Je n'ai vraiment pas de mots pour exprimer ce que j'ai écouté d'elle. Elle était assez jeune quand elle a subi tout cela. Et je pense que c'est vraiment choquant, hein. C'est vraiment choquant. Quand vous avez connu quelqu'un qui a vécu ça et que vous avez vu un peu ce par quoi cette personne est passée, c'est toujours émotif d'écouter des histoires semblables à celle-là. Encore que à la première conférence, le docteur les docteurs Togem et docteur Basseguin sont revenus dessus. Je pense qu'à la dernière conférence, le docteur Basseguin disait que 45% de femmes ont déclaré connaître d'autres qui sont battues dans le mariage. Donc, 4 femmes sur 10 se sentent au moins en sécurité en public. 45% ont été victimes de violences psychologiques ou d'infidélité, qui est une forme de violence. D'ailleurs, 20% d'elles ont été victimes de violences sexuelles, 25% ont été victimes de violences mentales. 48% n'ont jamais reçu d'aide. C'est-à-dire qu'elles vivent quelque chose et puis elles demandent de l'aide, mais personne ne s'occupe d'elles. C'est toujours du genre, c'est ça le mariage, il faut rentrer en famille. Et puis, du coup, on se retrouve avec 48% de femmes au Cameroun qui n'ont jamais reçu d'aide. 49% de femmes n'en ont jamais parlé. C'est-à-dire qu'elles vivent la violence tous les jours, mais elles n'en ont jamais parlé. C'est vraiment, ce sont des chiffres qui sont assez alarmants. C'est vraiment choquant. Donc, à écouter le témoignage de ces 2 dames que j'ai contactées bien avant et on avait un peu échangé dessus, je suis vraiment admirative, hein. Excusez-moi de réitérer le terme, mais je suis vraiment admirative de leur force, de leur capacité, de leur résilience à pouvoir affronter la vie de tous les jours malgré ce qu'elles ont vécu. Donc, merci une fois de plus, Madame Daniel et Madame Mireille, pour votre témoignage, surtout d'avoir accepté de parler, de témoigner pendant cette conférence. Merci. Donc, à travers le témoignage, je voudrais particulièrement inviter toutes les personnes qui sont présentes à cette conférence de souvent prêter attention à ce que les autres vont nous dire. On ne sait pas souvent. Peut-être ce sera l'aide ultime que la personne demande et qu'après ça, elle ne sera plus des nôtres. Donc, je vous invite vivement à être attentif quand quelqu'un vous demande de l'aide. Vous voyez, beaucoup de personnes aujourd'hui meurent de dépression. Les personnes sont dépressives non parce qu'elles veulent, mais parce qu'elles n'arrivent pas à s'ouvrir. On peut aussi apprendre à aller vers des gens parce que ces personnes-là souffrent. Donc, je vais passer la parole à qui voudra la prendre pour s'exprimer, non seulement sur les 2 témoignages, mais également sur la question des violences conjugales en général. Et je pense qu'on va faire quelques échanges avant de clore cette session. Donc, est-ce que quelqu'un voudrait bien prendre la parole pour échanger ou bien? Il y a Monsieur Mohamedou qui voudrait s'exprimer. Oui, Monsieur Mohamedou. Après Monsieur Boris. Bonsoir déjà. Désolé pour le retard. Je me suis connecté assez en retard, donc je n'ai pas pu suivre la première intervention de
l'expert qui soulignait sur la prise en charge et plus particulièrement la réinsertion. Mais bon, déjà, je tiens à remercier les deux dames qui ont pu échanger sur leur expérience vécue. Et je souligne également que dans leur intervention, il y a un aspect qui revient dans les deux cas. Il y a la famille, la société, parce que généralement, dans ce genre de situation, dans nos familles africaines, il y a souvent les personnes qui reviennent pour dire que non, le mariage c'est X, le mariage c'est Y, on fait ceci, cela, ainsi de suite. Mais on est en situation réelle. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle traverse. On n'essaye pas de chercher même à savoir quel est le fond du problème. Est-ce que c'est qu'elle décrit, c'est vraiment le cas? Est-ce que le monsieur qui est la cause de tout ça a sa part de responsabilité, a dit qu'est-ce qu'il a même à dire sur tout ça? Malheureusement, on ne le fait pas. Et maintenant, je ne sais pas, parce qu'en essayant d'aider ces victimes, nous connaissons nos mœurs sociales, nos mœurs africaines. Généralement, la femme, elle est obligée, entre guillemets, si on peut dire, de rentrer. Regardez par exemple dans le cas des deux témoignages, quand ça ne va pas, elle rentre auprès de sa famille. Maintenant, quand ta propre famille n'accepte pas, quand ta propre famille te dit non, repars, alors que tu pars, alors que tu vis une situation assez difficile, une situation qui te met dans la dépression, une situation qui te met en danger. C'est un peu compliqué. Et bon, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faudra faire dans le cadre des programmes de lutte contre ces violences faites aux femmes-là? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Parce qu'il faudra à coup sûr sensibiliser et tenir également en compte les mœurs sociales. Parce que déjà, si on prend le Cameroun, c'est plus de 300 ethnies, il y en a des divergences culturelles énormes et tout ça du nord au sud. Mais il faudra quand même essayer de prendre en compte dans ce programme-là le volet sensibilisation de ces familles-là, des familles. Parce que généralement, même ici dans le Grand Nord, c'est ce qui se passe souvent. Quand une personne vit ce genre de situation, la personne a même souvent honte de se prononcer. Pourquoi? Parce qu'au sein de sa propre famille, on va lui dire que non, mais ça a été tout comme ça, il faudra supporter, il faudra patienter, alors que c'est pas ça. Quand une personne est appelée à subir des violences physiques et autres, ce n'est pas ça. La vie peut même être menacée. Donc, il faudra prendre en compte ce volet-là et peut-être, je ne sais pas moi, tout multiplier des sensibilisations auprès même de nos sociétés là pour essayer de faire comprendre l'importance de l'appui familial même de la victime pour de monter ce problème-là. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur Mokhtar. Merci pour votre contribution qui n'est pas des moindres. Donc, merci des suggestions aussi. Donc, moi, j'indiquerais que les sensibilisations doivent partir déjà du niveau de la base, de la famille. On ne doit pas dire que, voilà, à la maison, les hommes ne vont pas entrer à la cuisine, par exemple, ou bien la place de la femme, c'est à la cuisine. Bon, il y a des petites taquineries qui vont déjà de la base et qui, à un moment donné, prennent de l'ampleur. Je pense que les violences ne sont pas faites du jour au lendemain. Donc, c'est quelque chose qui a pris du temps. C'est vrai que c'est quelque chose qui est aussi ancré dans les mœurs africaines, mais vraiment, la sensibilisation doit partir déjà du niveau familial vers le sommet. Donc, on doit commencer à changer les petites habitudes à la base, et puis en société, et puis au travail, et puis à l'école. Vous voyez, je pense que ainsi, on pourra déjà participer à réduire
les représailles sociales qui sont faites aux femmes en ce qui concerne les violences conjugales. Donc, je pense que M. Boris avait aussi levé la main. Donc, vous avez la parole, M. Boris. Oui, bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour moi de participer à cette conférence. Je veux saluer ainsi Charline Feuillet pour l'organisation et le conférencier qui est passé au début. C'est vrai que quand j'ai commencé à écouter, j'étais encore au travail, le temps de rentrer à la maison. Donc, j'ai écouté par bout, mais je veux saluer cette action-là. C'est un peu comme il y avait une émission qui passait à CRTV il y a longtemps, le Parlons-en. Et ça, c'est fort édifiant. Le fait d'écouter les autres, d'entendre même que c'est pas, non pas que c'est quelque chose à encourager, d'entendre que c'est un phénomène qui touche plusieurs personnes. Je ne veux pas dire que ça nous console, mais c'est dire qu'on peut avoir au moins une personne qui est dans la même situation que nous et au moins qui peut nous écouter. De l'autre côté, je veux tout d'abord dire que je fais partie de la Smile for All Cameroun et c'est un sujet qui touche, ou du moins, que nous entendons aussi apporter notre main, notre appui pour pouvoir l'éradiquer. On ne va pas dire l'éradiquer, mais d'apporter l'accompagnement qui est important pour cela. Donc, j'ai écouté les témoignages de Mireille et Daniel et je veux saluer votre bravoure, je veux saluer votre altruisme parce que c'est pas facile. Au travers des situations comme ça, notre être entier est détruit et c'est difficile de se le reconstruire. Mais cependant, écouter les témoignages des autres et les façons par lesquelles les autres s'en sortent, je pense que ça aide. Cependant, le pan familial qui a été évoqué, je sais que ça, c'est un tout autre débat qui parle de la famille et son implication dans la gestion de ce fléau. Il faut dire que c'est plus sociétal. C'est plus sociétal et parfois même du vécu, de ce que les autres ont vécu. Il va sans dire que ça a été, du moins dans nos familles, surtout en pays bas-milités, si vous permettez, c'est quelque chose où on dit qu'il faut supporter. Il faut supporter le mariage, il faut supporter malgré ce qu'on peut suivre, ce qu'on peut vivre là-dedans. Donc, comme je vous dis, c'est un tout autre débat. Mais pour ce qui est des violences que les personnes peuvent subir dans le mariage, il faut dire que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut s'appuyer. Les personnes qui les subissent, des fois, doivent accepter les mains tendues. C'est vrai qu'avant, on avait notre autonomie, on avait notre façon de faire, on avait notre indépendance sur tous les plans, je veux dire financier. Mais après, quand les gens même tendent la main, on a été tellement broyé dans notre être entier qu'on ne réussit même pas à saisir les mains qui nous sont tendues. Donc, j'aimerais encourager Daniel, Mireille, à tendre les mains qui vous sont tendues. Aujourd'hui, Daniel, je pense, a ses frères qui sont à son chevet. Je te dis bravo d'accepter cette erde-là, parce qu'il y en a même des fois, comme je vous dis, c'est difficile pour elle ou pour eux d'accepter l'aide. Je suis dans une autre société ici au Canada et j'ai envie de vous dire que c'est pas un fléau qui est propre au Cameroun. Et il faut noter le nombre de divorces que l'on voit dans la société dû à ce fait-là. Donc, c'est un fléau mondial, c'est quelque chose qui touche le monde entier.
Et des fois aussi, ces personnes qui ont des revirements comme ça, quand vous voyez au départ, ça allait bien. Mais après, il y a eu la violence qui est née. Je pense qu'il peut y avoir une prise en charge qui est faite au niveau de la personne qui subit et la personne aussi euh, qui est violente. Parce que des fois, il va sans dire que beaucoup ici sont sous neuroleptiques et puis, ou qui prennent des médicaments qui leur permettent de gérer leurs émotions ou qui permettent de gérer du moins, c'est les crises de colère et autres qui sont souvent des sources importantes de violence chez des personnes. Donc, il faut dire que ça prend des prises en charge généralement des deux bords pour permettre aux gens de se reconstituer. Parce qu'il faut dire que l'autre, parfois, n'est pas bien. Il faut le souligner. Non pas pour justifier leurs actes, mais ça prendrait une certaine volonté aussi de ces personnes-là. Donc, je veux saluer cette action-là et vous encourager à parler, à vous ouvrir, à libérer vos cœurs parce que des fois, le cœur lourd peut entraîner plusieurs autres choses. Il faut voir des personnes, comme on a dit, la dépression, de l'anxiété, les crises d'angoisse et autres que les personnes peuvent subir. Ou même des fois, on peut se rendre au suicide, chose qui est l'ultime. Je veux dire, parfois, pour d'autres personnes, c'est l'ultime sortie pour pouvoir s'en sortir. Donc, et pour d'autres personnes qui n'ont pas encore subi cela ou qui ont subi même cela, ayez l'oreille fine pour écouter, ayez la bouche pas lourde pour pouvoir donner vos opinions sans des fois juger, parce que des fois aussi, ces personnes-là ont peur d'un regard qui juge et cela, des fois, c'est ça qui les renferme aussi. Donc, apportez votre soutien autant que c'est possible à ces personnes qui souffrent, pas juste physiquement. Il y en a des fois, elles marchent, mais c'est la carapace parce qu'à l'intérieur, ça boue, à l'intérieur, ça fait mal et il y a des grosses blessures qu'il faut penser. Donc, soyez attentifs souvent quand les personnes veulent vous parler et référez-les, le cas échéant, pour des prises en charge plus adéquates. Et parlez-en comme sur des plateformes comme ça. Encore, je veux saluer Charline Feuillet. Et merci pour ce moment d'échange et de partage. Merci, merci Boris. Merci pour cet échange. Merci pour votre rapport concernant la question. Je suis vraiment contente de savoir que aussi à cette session, les gens sont venus sur la question et qu'ils sont du moins conscients de ce que c'est que les conséquences des violences domestiques, disons les violences faites aux femmes. Et je vous remercie encore d'avoir participé. Alors, je voudrais souligner trois niveaux, disons, trois ensembles d'interventions en manière de prévention et de prise en charge du BBG avant que les autres ne prennent la parole. Donc, tout à l'heure, je parlais de sensibilisation, mais en essayant de catégoriser un peu les interventions en matière de prévention de ces violences, je dirais qu'au niveau de l'individu, les interventions directes permettront de répondre aux besoins des survivantes et de respecter leurs droits et ainsi de faciliter le rétablissement des individus et des groupes qui ont fait expérience de la violence. Donc, déjà, au niveau de l'individu, il faut faire le travail. Ensuite, au niveau communautaire, il s'agira dans ce cas de mobiliser les communautés pour reconnaître, promouvoir, protéger les droits des femmes et des enfants afin de développer des systèmes locaux pour renforcer l'efficacité de la prévention et de la prise en charge de ces violences.
Je pense que pour celles des personnes qui ont assisté aux 2 conférences, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été énumérés jusqu'ici. Donc, vous comprendrez un peu de quoi est-ce qu'il s'agit. Le 3e niveau, c'est au niveau de la société. Donc, dans la société, il faudra mettre en place des systèmes et des stratégies pour protéger et prendre en charge des populations. Contrôler également les violations des droits en s'appuyant sur les textes internationaux, les textes nationaux, les droits coutumiers et en mettant en matière les droits de l'homme, notamment les droits des femmes. Parce que déjà à la dernière conférence, le docteur Basséguin soulignait le fait qu'au Cameroun, on assiste chaque année à 432 000 cas de viol. Regardez, faites un peu le poids, 432 000 cas de viol. La société ne punit pas déjà. Sur les 432 000 cas de viol, 25% des commanditaires sont les membres de la famille. Au niveau de la famille, déjà, ça reste impuni. Généralement, ce sont des personnes qui sont assez aisées dans la famille ou bien qui apportent beaucoup de l'aide aux membres de la famille qui commettent ce genre de forfait. Et ce pourcentage de personnes n'est pas puni. Donc, la société, autant que la communauté, doit mettre en charge, doit mettre en place, autant pour moi, des sanctions contre ces personnes-là. Au Cameroun aussi, 54% de violences faites aux femmes commencent à partir de 15 ans, que ce soit des violences domestiques ou des violences sexuelles. Encore qu'on sait qu'il existe des familles, des communautés où les enfants vont en mariage un peu tôt. Donc, imaginez, sur un pourcentage de 100%, 54% subissent des violences à partir de 15 ans. Jusqu'ici, on note aussi la recrudescence des violences faites aux hommes. Hein. C'est vrai que ça va paraître un peu banal, mais ce n'est vraiment pas le thème, mais il faut souligner que ça existe, les violences faites aux hommes. Donc, c'est pour ça qu'en général, on parle souvent des violences basées sur le genre. Ce n'est pas quelque chose de recommandable ou de recommandé. Et déjà, avec tous les niveaux catégorisés que je viens de citer, chacun devrait se reconnaître dans toutes les catégories, essayer de faire la part des choses et d'apporter sa contribution afin d'atténuer ce fléau qui meurtrit de plus en plus nos sœurs, nos mères, nos amis. Et je pense qu'ainsi, on va vivre un peu dans une société, je ne vais pas dire équitable, mais dans une société qui prend quand même en compte le droit de la femme. Alors, j'aimerais savoir s'il y a une autre personne qui voudrait intervenir sur le thème avant que nous nous séparions. Oui, Madame la modératrice, votre vidéo, vous l'avez fermée. OK. Je crois que nous avons déjà encore félicitations. J'ai envie d'applaudir et j'ai été particulièrement encouragée dans ma décision de continuer à promouvoir les causes de la femme. Nous sommes à la fin de cette conférence. La première session, c'était samedi dernier, celle-ci. Mais je crois surtout que vous serez d'accord avec moi, Madame la modératrice, que nous allons continuer à travailler. C'est un combat, à mon avis. Je ne vous prête pas de mots. Mais je crois qu'il est important que nous, les femmes camerounaises et africaines, on se prend en charge parce que après tout, ce sont nos fils, ce sont nos maris, ce sont nos oncles qui sont des personnes qui nous violentent. Moi, je veux dire nous. Donc, nous sommes leur maman, nous sommes leurs sœurs, nous sommes leurs filles, nous sommes leurs grandes sœurs, leurs tantes, et le pouvoir est dans nos mains. Donc, je suis vraiment encouragée par la conférence. J'ai assisté à la première, je suis à la deuxième. Et je remercie les intervenants que vous avez invités et bien sûr les témoignages.
Donc, nous devons juste je crois que la première chose, ce serait de sensibiliser. Nos parents, nos mamans, avant, acceptaient la violence conjugale. Mais je crois que nous disons, nous ne l'acceptons pas. Nous sommes en 2022, c'est archaïque. Ça n'a pas de Effectivement, sens. oui. Je l'accepterai et j'aimerais juste qu'on change les rôles. Vous pouvez, voilà, Madame la modératrice pouvait intervenir. Hein. Moi, c'est une conversation parce que, non, moi, j'aimerais bien qu'on inverse les rôles et ce sont les femmes qui tapent les hommes. Vous croyez que ça va se faire? Non. Si un homme est tapé par sa femme, ça fera boum dans le quartier. Donc, il est temps que ça s'arrête. Il n'y a aucune excuse. Si un homme a un problème, qu'il le gère. Un homme ne tape pas une femme. Moi, je dis un vrai homme ne tape pas une femme, que ce soit sa sœur, j'imagine même pas la maman, parce que je sais que ça se fait. Donc, que ce soit sa sœur, sa femme, un homme, il ne met pas la main sur une personne faible. Moi, c'est mon avis. Et autant je voudrais passer par la colère et m'énerver et dire c'est inacceptable, mais je pense aussi que nous avons des exemples, des témoignages comme Madame Mireille et quel autre nom, Daniel, qui ont choisi la vie pour elles-mêmes. Donc, et c'est ce que nous devons faire. Donc, je ne peux pas gérer le genre masculin parce c'est eux qui ont l'autorité. Moi, mon focus, ce sera mes sœurs, mes mères, mes tantes, parce que les hommes doivent aussi, comment on dit en français, hold accountable. Ils doivent dire à leurs frères, dire à leurs amis d'arrêter de ce fléau. Parce que moi, en tant que femme, même à mon frère, je ne peux pas parler aussi bien que mon propre mari. Homme à homme, ils peuvent se parler, se comprendre. Moi, je peux mieux encadrer une jeune femme. Donc, c'est aux hommes d'arrêter aussi ce fait, de nous accompagner comme les responsables, les docteurs l'ont fait, Monsieur Franck aujourd'hui. Ils sont avec nous. Il y a d'autres qui ont intervenu. Ils sont avec nous. Donc, on va pas dire c'est juste les femmes, c'est juste les hommes. C'est ensemble que nous pouvons résoudre ce problème, mais nous sommes d'accord que ça doit s'arrêter. Si ça a été fait ces 1000 dernières années, nous disons non. Moi, je suis la génération qui dit non à la violence domestique et je n'accepterai jamais une excuse. Si quelqu'un a un problème, qu'il se fait soigner, mais qui ne victimise pas son épouse, sa fille, sa sœur. Donc, ça, c'est vraiment pas, il n'y a pas d'excuse. C'est mon avis dessus. Comme vous pouvez le dire, je suis assez émotionnelle parce que j'aimerais même pas partager ce que moi j'ai vu, entendu et vécu. Donc, voilà, c'est personnel. Allez, Madame la modératrice. Merci beaucoup, Dr. Jessica. Merci pour votre intervention également. Ces violences-là doivent s'arrêter. Donc, je vous rejoins sur ce point de vue-là. On ne doit plus accepter des violences faites aux femmes ainsi. Donc, moi également, je vais demander à ces hommes qui nous écoutent et qui sont en train de participer à la conférence actuellement de procéder également à la sensibilisation de leurs frères, de leurs oncles, de leurs amis, en ce qui concerne l'importance d'avoir des personnes saines, autant physiquement que mentalement à côté de soi. Donc, les sensibiliser sur la question des violences faites aux femmes et pourquoi pas interdire carrément. Donc, interdire carrément ces actes-là qui sont pratiqués sur nous. Je vous remercie grandement pour avoir participé à cette seconde conférence. S'il n'y a plus d'intervention, je pense que le moment sera opportun de nous dire un mot de revoir et de nous quitter. Donc, je remercie la Smile for All Cameroun d'avoir permis que ces deux conférences aient lieu. Je suis également reconnaissante aux Women in Africa pour tout l'apport, également au Dr. Jessica Fumina Kemptom. Je remercie également le Africa Mott Ambassador Programme
Je remercie toutes les personnes qui ont intervenu, notamment Madame Danielle, Madame Mireille, le docteur Basséguin, le docteur Togem, Monsieur Franck. Je pense que pour cette thématique, nous allons encore chercher, disons, d'autres embranchements qui vont nous permettre, qui vont nous éclaircir mieux sur la question. Donc, je vous remercie. Je remercie toutes les personnes qui ont participé. C'est vrai que je dis beaucoup de merci. Ces interventions ont été particulièrement brillantes avec des chiffres qui sont jusqu'ici ahurissants, des données factuelles. Et je pense que j'ai beaucoup appris de cette session, que ce soit sur le pourcentage, que ce soit sur ce qui se passe ailleurs, autant qu'au Cameroun. J'aurais beaucoup appris. Et si j'ai un dernier mot à dire par rapport à cette thématique, ce sera que chacun d'entre nous puisse être un moteur de sensibilisation à son niveau en ce qui concerne la question des violences faites aux femmes. Donc, je pense que c'est sur ces mots que doit s'achever autant pour moi cette conférence qui portait sur le défi de la réinsertion socio-professionnelle des femmes victimes des violences domestiques. Donc, merci encore d'avoir participé à cette conférence et à très prochainement pour un nouveau débat là-dessus. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, merci. Ah ouais. Il y a une petite précision, excusez-moi, avant que je quitte. L'association Smile for All Cameroun va organiser un gala de charité le 3 décembre de cette année à Douala. Et donc, nous allons collecter des fonds, nous allons lever des fonds qui vont nous permettre de soutenir quelques ONG femmes qui militent en faveur de la prise en charge des femmes victimes de violences domestiques. Donc, si vous avez participé à cette conférence et que vous pouvez apporter votre modeste contribution à la réalisation de ce projet que l'association a mis sur pied, vous êtes les bienvenus et vous savez comment me contacter pour cet événement. Donc, je vous remercie une fois de plus. Au revoir. Au revoir.